Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis spectateurs, bienvenue sur la Golden TV pour une nouvelle édition de Passion Sport. Aujourd'hui, Passion Sport un petit peu réduit en invité, car j'ai particulièrement voulu vous parler, comme il fait beau, d'un sport intérieur et d'un sport extérieur. Donc, vous connaissez certainement, vous l'avez certainement reconnu, c'est notre ami Diego Gano, chanteur, que vous voyez très souvent ici au cabaret, et vous le verrez encore prochainement, qui va venir vous parler d'un sport bien précis. Et nous avons un Verviétois pure souche à ma droite, qui n'est autre que le patron du magasin Verviers Pêche, Monsieur Stéphane Braham. Donc, messieurs, bonjour et bienvenue dans mon émission. Bonsoir plutôt. Bonsoir, et bienvenue dans mon émission. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Eh bien, mon cher Diego, ce que certainement ton fan club et tous nos amis téléspectateurs qui t'admirent énormément, bien entendu, en tant que chanteur, ne savent certainement pas que tu as été champion de Belgique d'une discipline qui n'est pas souvent parlée à la télé, c'est l'arthéophilie. C'est vrai qu'après un certain nombre d'années, l'arthrose, ça arrive. Ça arrive. Eh bien, mon petit Diego, tu peux me raconter comment t'es venu cette idée de faire ce sport? Ben écoute, mon papa était sidérurgiste. Et à la force d'entendre parler de fonte, j'ai voulu toucher à la fonte. C'est une petite parenthèse humoristique. Mais non. Voilà, il faut savoir que l'haltérophilie, chez nous, il y a très très peu d'infrastructures. Tout à fait. Ça, c'est une chose. Et dans les années 80, il était très rare de trouver une salle d'haltérophilie. Comme il était très rare de trouver une salle d'arts martiaux. Au début, je voulais faire des arts martiaux. Et ne trouvant pas de salle, pas loin de chez moi, il existait une salle qu'on appelait la salle L'Effort. Et c'était une salle d'haltérophilie. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Voilà, donc, faut savoir qu'à l'époque, je faisais pas mal de gymnastique aussi. Bon, personnellement, quoi, hein, j'ai toujours bien aimé faire de la gymnastique. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais essayer de m'accrocher à l'haltérophilie. Et tout de suite, j'ai été séduit par l'aspect familial donc de ce club. C'était une petite salle. Et j'ai été pris en main directement par un très bon entraîneur qui a su m'apprendre à évoluer tout doucement dans ce sport-là. Il faut savoir que j'ai appris cette discipline, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. À 16 ans. Et alors, chose que je dois dire aussi, médicalement parlé, j'avais une scoliose. Et mon entraîneur m'a dit, écoute, on va faire quelque chose. Pendant 1 an, on va s'entraîner très légèrement avec la barre, juste un poids du côté extérieur, donc opposé. C'est ça, oui, donc pour redresser pour redresser. Et donc pendant 1 an, j'ai pratiquement fait les mouvements à la barre, juste comme je te dis, avec un léger poids de l'autre côté. Et de fil en aiguille, j'ai passé des radios, comment je vais par après, et c'est vrai qu'il y avait une amélioration. Donc, j'ai voulu continuer, j'ai pris goût, et de fil en aiguille, j'ai commencé tout doucement à évoluer dans la prise de poids. Il faut savoir que c'est une discipline où il faut être extrêmement souple, parce que, c'est très technique. Il ne suffit pas d'être un monstre en force, il faut avoir extrêmement cette technique qui puisse vous amener cette barre au-dessus. Parce que la souplesse aussi. Voilà, ce sport est très complexe. Il y a tellement à dire, que je ne sais pas si j'aurai une émission complète pour pouvoir en parler, parce que voilà, c'est un sport. Donc l'haltérophilie, il faut savoir qu'il y a 2 mouvements à l'heure actuelle. Jusqu'en 72, il y en avait 3. Je vais les citer. Il y avait le développé, il y avait l'arraché, et il y avait l'épaulé jeté. Oui. Après 72, on a arrêté le développé. Ah Pourquoi ? Parce que le développé est un mouvement extrêmement dangereux. Et pour très difficile aussi. Très difficile, parce que là, vous amenez directement la barre. Directement, au-dessus. Tout à fait. Et alors, le problème qui se posait, c'est que souvent, si tu me permets, je me mets bien sûr. Quand l'haltérophile avait la barre de développé au-dessus, souvent, ce qu'il faisait, c'était ceci.
c'est se cabrer pour maintenir la, Tout à fait. comment, ouais, ouais, ouais. le point en équilibre. Et bon, ils ont, voilà, donc il y a eu plusieurs accidents à cause de ça. Ils ont arrêté cette discipline. Voilà. Alors, si tu me permets, afin de ne pas oublier, parce que je me suis dit, je me ferai un point d'honneur de parler de ce garçon-là. On ne peut pas parler d'haltérophilie sans parler de Serge Schrodinck. Serge Schrodinck. Tout à fait. Serge Serge Schrodinck, Schrodinck. qui est mort en 1975 aux 75, Philippines, à Manille. à Manille. Ouais, Hein. exactement. Et Oui. que tu parles de Serge Schrodinck, mes parents tenaient un commerce, un petit café ici rue Ave. Ouais. Et un jour, il y avait une démonstration, tu vois. Et je me rappelle, j'avais 7-8 ans. Et il y avait une démonstration d'haltérophilie, justement. Et qui est-ce qu'on voit arriver? Un petit monsieur, mais très baraqué. Eh bien, c'est Serge Schrodinck qui est venu boire une bière chez mes parents. Et ça, j'oublierai jamais, parce que ce monsieur, il était bourré de muscles, ce monsieur. Mais quel athlète, hein. Un athlète, Il a ouais, représenté tout à la fait. Belgique d'une manière extraordinaire. Hein. Oui, oui, oui. Si je peux me permettre, Mais bien sûr, Diego. au niveau de son palmarès, bon, donc comme tu dis, c'était un gaillard. Hein. Il n'était pas tellement grand. Il Non, avait non, non, non. 1m73. Pour combien de kilos? 110, je pense. 140 kilos. 140 kilos. Et ce monsieur, je dis ce monsieur parce que on croirait tout de suite quand on parle d'haltérophile, bon, ben, le gars, c'est une grosse brute. Non, pas du tout. Si tu entendais sa diction, ce garçon était bibliothécaire. Tout à fait. Il était bibliothécaire. Et d'une gentillesse et d'une simplicité incroyable. Incroyable. Et son entraîneur, André Dupont, disait de lui que autant il était fort, autant il avait une force herculéenne, physiquement parlé, autant mentalement il était faible. Il était faible, oui. Et c'est ce qui lui a valu sa défaite aux Jeux Olympiques Oui, en tout 1972. C'est ça, Pourquoi? 3 ans avant qu'il ne meure d'ailleurs. Ouais, c'est Pourquoi? Parce qu'à cette époque, la délégation israélienne a subi un attentat. Et le jour où il a dû monter sur, comment je vais dire, j'allais dire sur scène, bon, pour tirer, je vais dire. Oui, c'est ça, oui. Ben, il a tout raté, quoi. Oui, Il a tout raté parce que c'était un monsieur qui détestait la violence. Il était fort pacifique. Et quand tu l'entendais dans sa façon de parler, c'était quelqu'un de très gentil, extrêmement gentil. Très posé, hein. Très posé. Quand tu écoutais des interviews, c'était, je parle d'Arsène Vaillant, vraiment mais c'est un gars vraiment, comme tu dis, très posé. Mais quand on le voyait, on voyait bien que c'était, il donnait vraiment tout ce qu'il avait en lui pour réussir ce qu'il devait faire. Je le revois encore faire des épaules jetées. C'était incroyable, quoi. Comme ce monsieur le faisait, comme tu dis, par sa petite taille et les kilos là au bout de bras. Mais l'épaulé jeté, tu peux me l'expliquer, Diego? L'épaulé jeté, se fait en 2 mouvements. Oui. À contrario de l'arraché. De l'arraché, tout à fait, en un seul mouvement. Oui, oui. Et donc, on parlait tantôt, je te disais en commençant donc l'interview, que c'est un sport où on doit être extrêmement souple, parce que imagine que tu as une barre. Bon, faut savoir que Serge Schrodinck, son record, c'était 235 kg à l'épaule jetée. Donc imagine, tu soulèves ta barre. Je voudrais bien le montrer, mais... Non, mais tu peux, il n'y a pas de problème. Donc la barre, tu t'abaisses. Oui. Pas évident avec le micro. Je fais avec une main pour que le... Oui, voilà. Bien sûr. Donc tu t'abaisses, tu longes, donc tu te lèves de cette façon-ci pour longer la barre le long des cuisses. Et au dernier moment, clac. Donc imagine, tu as 235 kilos dans cette position-là. Puis c'est pas tout, il faut remonter. Il faut remonter, bien sûr. Remonter. Bon, le gars, comment je vais dire, se stabilise. Et puis le deuxième mouvement, c'est le mouvement du ciseau, hop, comme ceci. Ouais, tout à fait. Et puis hop, tu ramènes un pied et l'autre. Et combien de temps est-ce que c'est le plus longtemps, hein, c'est ça, hein? Celui qui la tient le plus longtemps. Non, c'est-à-dire que non. En fait, une fois que la barre est au-dessus de ta tête, tu dois être bien stabilisé. Oui. Une fois que tu es stable, à ce moment-là, tu peux lâcher donc le jury, comme il regarde. Voilà, comme il regarde, si tu es bien stable avec ta barre. Oui. À partir du moment où tu es bien, où tout est bien dans l'axe et voilà, tu ne bouges plus, c'est terminé. Tu peux du moment que tu l'as soulevé, quoi. Oui, oui, mais c'est 230 kilos. 235 kilos.
faut savoir que Serge Redding a été donc une fois champion du monde, Oui. 3 fois vice-champion du monde, une fois il a remporté le championnat d'Europe, 6 fois le championnat de Belgique, et à l'heure actuelle, Il n'y a battu personne. 6 fois le record de Belgique qu'il a battu. Et à l'heure actuelle, il n'y a personne qui a battu Ah oui, son c'est ce record. que je dis, c'est le Personne. seul. Hein. C'est le En seul. Belgique, personne. Mais au départ, vous commencez avec combien de kilos comme ça? La barre. La barre, On travaille juste la avec- barre. ouais, juste la barre. Et puis c'est l'entraîneur en attends, fonction. Attends. Même pas. Avant, c'est le geste. Oui, le geste. On apprend le geste. Puis, une fois que le geste est bien acquis, tu commences avec la barre olympique. Et puis, petit à petit, voilà. Quoi. C'est en fonction de ce que vous faites, c'est l'entraîneur qui va te dire je vais mettre 10 et 10, et puis 20 et 20. Et puis, Oui, mais justement, tu fais bien parler de poids parce qu'on ne démarre pas directement avec des Oui, petits voilà. kilos, Donc, non, c'est pour par- justement c'est par l'expliquer aux kilo, quoi, téléspectateurs, parce que tu sais, quand tu Oui. regardes le sport, tu vois directement les kilos qui sont là. Ouais, Tu ouais. peux pas t'imaginer Non, on démarre pas. le travail qu'il y a Malheureux, derrière. oui, Hein. oui, Non, c'est un sport où... Et alors, tout dépend aussi du feeling de l'entraîneur. Bah, maintenant, bien entendu, il y a une règle de base, de départ pour l'apprentissage, mais maintenant, au feeling, chaque coach a sa façon différente d'entraîner et a sa façon différente aussi par rapport aussi, comment je vais dire, à l'athlète qui est devant lui. Oui, tout à fait. Bien sûr, oui. Là, c'est assez, je veux dire, personnel, ça, tu vois. Oui, et là, ils doivent un petit peu... Je vais faire une drôle de comparaison, mais c'est un petit peu comme le coach qui est avec un boxeur professionnel Oui, et qui doit sentir son gars et se dire là, ben, il va pouvoir faire ça, ça et ça, oui. et pouvoir le coacher. Maintenant, on le voit quand vous êtes en concours. En général, on voit le coach. On voit le coach qui parle quand même avec l'athlète avant qu'il n'y tout à n'y aille, fait. quoi. Hein. Donc, il lui parle de motivation ou il l'encourage. Quand tu as été champion de Belgique, ton coach t'a dit quoi avant de faire ton exercice pour devenir champion de Belgique, justement? Justement, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui était très psychologue, je veux dire. La psychologie, La psychologie, d'accord. ça c'est bien tout simplement me dire, tu fais comme à l'entraînement. Tout simplement. Tout simplement. Tu fais comme à Et l'entraînement. l'énergie vient... Ah oui, oui, tout à oui. fait, Donc, tout à fait. tu te dis, bon, comme à l'entraînement, j'y vais. Voilà, j'y vais. Voilà, ne quoi. regarde pas le public. La concentration est très, Oui, tout à très fait. importante. Très importante. Mais dis-moi, c'est la colophane que vous mettez? La magnésie. De la magnésie. La Et magnésie. sur les jambes aussi. Non, moi, j'en mettais pas. Mais Parce que la magnésie, on en voit beaucoup les Russes mettre Oui, ça, je pense. moi je hein. ne mettais pas ça. Non. Parce que justement, c'est le contraire. Il y en a même qui mettent de l'huile sur leur cuisse. De l'huile? Ah oui. Mais bon, bien Oui, entendu. bien sûr. Oui, Tu comprends ce que je veux dire. C'est pas eux qui mettent l'huile. Hein, Non, bien pour sûr. l'entraîneur ou pour Oui, l'assistant. et Autrement. ils savent comment ils doivent le placer pour leur athlète. Voilà. Alexiev notamment mettait pas mal d'huile. Alexiev comme ça. aussi, Pourquoi? c'était quelqu'un. Hein. Parce que justement, quand la barre passe au-dessus du genou, la technique fait que tu la propulses. Si tu mets de la magnésie sur tes cuisses, la Ça va magnésie, bloquer, elle va bloquer. Voilà, voilà, tu as compris. La magnésie a la faculté de De coller, de si tu favoriser veux. la prise. C'est ça, oui. La prise, tu Empêcher la transpiration. Voilà, si tu veux. maintenant- Tandis que l'huile va t'aider. L'huile enfin, ou du t'aider, talc. Il y en a qui mettaient du du talc, talc. oui. C'est ça qu'on peut confondre aussi. Tiens, il met de la magnésie. Non, c'est du talc. Mais sur les mains, c'est pas du talc, c'est de la magnésie, quoi. Tu vois. Et il faut déjà que le poignet soit bien serré. Oui. hein, parce que Oui, tout à là, fait. qu'est-ce que Tout vous à mettez fait. exactement? C'est de la bande, quoi. Hein. C'est carrément une bande. Ouais, du tape, hein, genre de tape. Hein, Ah, donc pour carrément dire- du ouais, tape. ouais, Donc, ouais, il faut ouais, absolument, un peu comme le. Je reviens encore à la boxe, ouais. un peu ouais. comme le boxeur qui a, Voilà. qui a tout le point qui est Ouais. emballé avant de passer le gant. Quoi. Voilà. Mais et ta coupe, montre-la nous un petit peu. Ah, parce ben que oui, ben, c'est donc c'est ça, très c'est- joli. On voit les deux petites médailles, là, Oui, comme oui, ça, Ben- avec les drapeaux belges. C'est... En fait, tiens, je vais la tourner vers toi maintenant. Ah, mais c'est tu joli. vois. Et tu pourras la montrer, comme ça les spectateurs la verront Oui, verront de voilà. face, comme ça ils auront peut-être un peu peur de toi quand ils viennent à Oh, chanter. non. Mais Non. elle est superbe. Donc ça, c'est le trophée de champion de Belgique junior, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et l'année de devant, j'avais été vice-champion du Hainaut Namur. Oui. Il y a un championnat qui était organisé par là. Et alors, championnat aussi, vice-champion à Comines. Et quand tu regardes ta coupe maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Je me dis, ah, quel dommage que je ne puisse plus pratiquer ce sport.
Parce que malheureusement, bon, avec le temps, c'est pas le sport qui m'a détruit. J'ai eu un métier assez Oui, physique oui, aussi. tout à fait, bien Ah, sûr. je te l'ai Mais déjà dit. tu ressens encore... Ah oui, 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 oui. Mais ce qui m'est resté de l'haltérophilie, c'est toujours, comment je vais dire, cette envie de sport. Je ne peux pas partir au travail sans avoir fait mon quart d'heure de gymnastique. Toujours à l'heure actuelle. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mon épouse pourra te le dire. D'ailleurs, c'est parfois même ennuyeux parce que c'est d'abord ma gymnastique avant toute autre chose. Avant de déjeuner. Ah oui, 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 tout à fait. Ah bon? Ouais, je fais ma gymnastique. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je ne soulève plus de fonte. Ça, c'est terminé. Parce que pourquoi j'ai eu pas mal d'ennuis de santé, je vais dire articulairement parler. Et là, maintenant, je continue, depuis lors, je pratique toujours la gymnastique, quoi. Tu vois, pour garder cette souplesse, abdominaux, pompes, comme on dit. Oui, tout à fait. Et alors, bon, il y a 3 disciplines aussi. Donc, il y a la musculation, il y a la mobilisation de la colonne vertébrale et il y a les étirements. Ces 3 mouvements, ces 3 créneaux que j'effectue avant d'aller travailler, parce que j'ai un travail physique. Donc, l'haltérophilie m'a appris, avant toute chose, l'échauffement. On parlait de Serge Reding tantôt. Saurais-tu me dire combien Serge Reding, par entraînement, il s'entraînait 6 fois par semaine. Par entraînement de 4 heures, combien de fonds il soulevait? Là, tu me poses une colle. Aucune idée. Aucune idée, mais ça doit être impressionnant. Entre 15 et 20 tonnes. Entre 15 et 20 Entre 15 tonnes. et 20 tonnes. Vous imaginez, mesdames, messieurs, soulever entre 15 et 20 tonnes sur 6 jours. Ben, moi, je fais ça, je suis bon à replier directement. Évidemment, je ne suis pas Serge Reding non plus. Hein. Mais dis-moi, mon petit Diego, je me demande quelque part, maintenant qu'on se connaît beaucoup plus, je me demande si ce n'est quand même pas ce sport qui fait que quand on est derrière le décor, comme on dit, on trouve un gars devant nous très calme, très posé, d'une gentillesse, d'une simplicité. C'est pas un peu le sport qui t'a amené ça Oui, tout à fait. C'est ça, hein, parce que fait, je ne t'ai jamais vu à un moment donné, même en moment de panique, je ne t'ai jamais vu. Tu arrives à te concentrer par rapport à tes années de sportif avant d'entrer sur scène. Oui, la concentration. Ben oui, mais c'est important de le savoir parce que, tu vois, le public se dit, bah oui, on les voit, voilà, la face cachée, champion de Belgique, il faut le savoir. Hein, donc, mais c'est quand même quelque chose d'être champion de Belgique d'un sport comme ça. Hein. C'est pas un sport évident qui est donné à tout le monde. Hein, je connais un boxeur, pour ne pas le citer, Geoffrey Batello, que j'inviterai la prochaine fois dans une des émissions. Ben, quand tu vois ce garçon, les coups qu'il a dû prendre avant de pouvoir se battre, même avec les casques, hein, ils prennent des coups, ces gars-là, quoi. Donc, quelque part, tu as souffert pour pouvoir arriver à ton titre de champion de Belgique. Oui, quoi, tout à fait. Tu n'as jamais pleuré, tu n'as jamais si, quand même, de rage parce que tu n'arrivais pas à... Tu dois savoir aussi que, comment je vais dire, hormis le contexte sportif, j'avais une vie familiale assez... difficile, assez oui, difficile. Voilà, oui, tout à fait. Difficile. Je savais déjà pas m'entraîner comme mes copains. Impossible. C'est ça, oui. Voilà, ça c'est un autre aspect de ma vie privée que je ne veux pas. Non, bien sûr, mais c'est ça qui t'a donné justement la rage de vaincre. Voilà, la rage de vaincre. La rage de vaincre. Voilà. Tout à fait. Quand mes collègues, je veux dire, athlètes s'entraînaient, eux s'entraînaient 3 fois semaine. Moi, je m'entraînais une fois. Une fois semaine, oui. Mais le restant de la semaine, je m'entraînais chez moi, en cachette. Et tu te cachais. Avec des sacs de 50 kilos de ciment. Parce que c'était peut-être interdit à la maison de faire justement ce sport-là. Tout à fait, mais je te comprends très bien. Hein. Je te comprends très bien. Mais oui, parce qu'il y avait des parents comme ça qui étaient un petit peu contre les sports et qu'on aurait bien voulu voir son fils là ou là. Et alors que le fils avait choisi une autre discipline qui était tout à fait logique. Hein. Moi, voilà, j'ai fait du foot, j'ai fait du vélo. On m'aurait demandé de faire du tennis, j'aurais dit à mon père, écoute, je ne veux pas faire du tennis. Voilà, chacun sa discipline et chacun aussi son caractère. Hein, mais moi, je suis en admiration devant toi parce que quand tu m'as un petit peu révélé ça, je l'ai dit à mon épouse, je dis, tu t'imagines que Diego a été champion de Belgique? C'est aberrant, quoi, parce que ne saurait pas le dire, hein. Ça ne veut pas le dire, on voit bien Diego qui est baraqué, qui a encore des muscles. Mais voilà, faire de la gymnastique tous les jours,
chapeau, quoi. Ah ouais. Je vais pas dire ton âge, 70 ans, mais voilà, 70 pour ceux qui ne comprendraient pas. Non, mais chapeau, Diego. Franchement, je te tire vraiment mon chapeau. Et je voudrais vraiment te dire une chose, si tu n'as plus rien à ajouter, c'est te remercier parce que tu ne viens pas de tout près. Tu viens quand même près de la Louvière, je pense. Hein. Oui, à Bracny, juste à côté. Oui, justement. Quoi, donc, et tu fais chaque fois plaisir. Et Bah, on va te retrouver très bientôt, en plus. pour vous, Donc, ben, je sais. c'est bien ce que j'en pense. Hein. Oui, oui, tout à Donc, fait. En tous les cas, monsieur le champion de Belgique, merci beaucoup d'être venu ce soir pour justement parler avec un cœur grand comme ça de ce sport qui te fait vraiment, vraiment un super plaisir. Et tu sais, je ne vais pas le dire à l'antenne, mais tu sais très bien ce que je pense de toi, hein, mon bro. Hein. Ah ouais, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Diego. De rien. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après avoir parlé d'intérieur, nous allons parler d'extérieur. D'extérieur avec un monsieur qui a gagné je ne sais combien de championnats de Belgique de pêche. Mais il faut vous dire aussi, et chose que vous ne savez certainement pas, on parle de football, de cyclisme, etc. Mais je ne sais pas si vous le savez, chers amis téléspectateurs, la pêche est le deuxième sport le plus pratiqué en Belgique. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un Disonnais comme moi, je vais dire comme ça. On a beaucoup d'affinités parce qu'on est fort dans les mêmes branches. D'ailleurs, c'est chez lui que je vais acheter mon matériel de pêche et c'est pour ça que je l'ai fait venir. Parce qu'il y a une toute nouvelle méthode de pêche qui vient d'arriver du Japon, mais ça, Stéphane vous en parlera. C'est la méthode Area. Donc, Area ou bien la Big Fish. Mais là, je vais vous laisser en compagnie de Stéphane. Je lui poserai bien entendu des questions. Mais vous allez voir, parce que je suis certain qu'il y en a pas mal entre vous qui adoraient la pêche et qui connaissaient peut-être certainement bien le magasin Verviers Pêche qui maintenant se trouve à Petit-Rechin, un peu plus haut que le perron. Donc, vous le voyez sur votre droite. Petite vitrine, mais très grand magasin. Bonsoir Stéphane, merci d'être venu. Bonsoir. Eh bien, Louis. est-ce Merci que tu pour veux l'invitation. bien... Avec plaisir. Est-ce que tu veux bien nous parler de cette fameuse nouvelle pêche où vous n'êtes que vous deux Oui, on est à s'occuper d'Area, c'est ça? Tout à fait. En fait, c'est une pêche qui vient du Japon de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les militaires, quand ils étaient en permission, qui s'embêtaient, on leur a mis, comme on dit toujours maintenant, des trucs dans des bassines Ah bon? pour qu'ils puissent s'occuper. Et c'est arrivé dans les pays de l'Est et tout ça, où eux ont des stades. Donc, au lieu d'un terrain de football, ils ont des gradins et les gens payent pour aller voir pêcher. Ah, et c'est des concours? C'est des concours, tout à fait. En fait, nous autres, on est, il y a 3 ans en Belgique, il y a peut-être une quinzaine d'années en Italie, 6-7 ans en France. Et j'ai fait une journée porte ouverte et j'ai un garçon qui est sponsorisé par une firme qui me dit « Regarde ce que c'est, elle est tellement... » J'ai mordu dedans de suite, c'est le cas de le dire. Si tu mords dedans, c'est Oui, que c'était bon. Oui, je l'ai bien sorti, je vais dire. Ouais. Et finalement, c'est une pêche très très propre. Il n'a pas besoin de beaucoup de matériel parce que pêche à la mouche, pêche au coup, celui qui veut dépenser 250 €, il n'a pas grand chose. Ici, il peut faire de la compétition avec 250 €. Ah, d'accord. Voilà, il suffit d'une épuisette avec des grosses mailles parce que comme c'est une pêche extrêmement rapide, comme je le disais tantôt, c'est des battles de 2 pêcheurs. Donc quand on remet du poisson, c'est 2 pêcheurs en côte lourde avec un juge. Ah oui. On pêche 2 fois 5 minutes. Ce qui est très peu. Parce que quand un pêcheur prend un poisson ou 2, tu n'as plus que 4-5 minutes pour en prendre 3 pour gagner. Tout à fait. Ça va très vite. Alors, la deuxième manche, on est soit juge ou on pêche avec un autre pêcheur, c'est 2 fois 7 minutes. La troisième manche, c'est 2 fois 10 minutes. Puis on remet du poisson. On le fait 3 fois, puis demi-finale, finale. Mais ça va extrêmement vite. En fait, c'est des grosses mailles comme ceci. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Oui, mais ça, tu peux faire confiance au réalisateur. Je me doute. Quand vous avez des petits leurres comme ceci, où vous avez 2 hameçons, il faut que ça aille vite. Parce qu'on ne peut pas toucher le poisson. Ah, d'accord. Pour le respect du poisson, on secoue un peu l'épuisette, il se décroche puisqu'il n'a pas d'ardillon. Donc il y a l'hameçon, puis il y a toujours un petit ardillon qui revient, il est pincé obligatoirement. Si maintenant le poisson ne veut pas partir, on a ceci. C'est un reliseur, ce qui veut dire pour remettre à l'eau, on prend la cuillère ou le petit leurre, parce qu'on a des cuillères ondulantes comme ça. On prend le petit leurre ou la cuillère, un petit coup sec et il part. Si maintenant elle est têtue, la truite, qu'elle ne veut pas encore partir, on peut prendre la truite, mais avec le filet. Surtout pas la toucher, sinon on ne la côte pas.
Ah oui, d'accord. Mais Stéphane, une petite question, parce que, tu sais, bien souvent, nous pêcheurs, bien sûr, on va pour prendre du poisson. Il y a des fois qu'on en ramène, peut-être même trop, et qui ne fait pas plaisir à la femme de la nettoyer. Hein, parce que moi, j'aime pas te nettoyer mes truites, j'aime mieux que ce soit ma femme. Mais on dit bien souvent, la pêche, c'est comme la chasse. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que le véritable pêcheur, un pêcheur comme toi, invétéré, quand tu prends le poisson, qu'est-ce que tu fais? Je le remets de suite à l'eau et j'ai autant de plaisir de le voir repartir que de l'avoir pris. Et des fois, ça m'arrange même, sauf si c'est un beau poisson comme on a eu l'occasion de faire de 75, 77 cm sur la vèze. Quand c'est un beau poisson, on est content de l'avoir, une petite photo. Mais quand c'est un petit poisson, j'ai autant qu'il se décroche à mes pieds. Comme ça, je ne le touche pas. Parce que ce qui est très mauvais, c'est de prendre un poisson avec des mains sèches. Tout à fait. Le poisson, il est glissant. C'est sa défense. Le mucus, c'est sa défense. Donc, si vous voulez le prendre, mouillez un peu votre main et puis prenez-le, faites une photo. Je me rappelle d'un conseil que tu m'avais dit. Tu prends un drap mouillé, tu le prends et puis tu le rejettes dans l'eau. Ouais, ça c'est. Mais il faut humidifier puisqu'on lui prend sa défense. On lui prend sa défense. Parce que la truite, bien qu'on dise, la truite souffre. Non, c'est vrai qu'elle est accrochée par la lèvre ou bien elle a gobé. Mais quand on la dégorge et qu'on la remet dans l'eau, elle fait juste un abcès. Hein. C'est un abcès 2 jours après. Elle fait un abcès si l'hameçon reste pour éjecter l'hameçon. Oui. Mais sinon, on lui tire proprement et elle repart. Tout à fait. 2 heures après, c'est oublié. Si elle a fait, elle revient. Hein. Le soir, elle peut encore remordre. Hein. Oui, c'est juste. Oui, tout à fait. Pour bien justement dire aux téléspectateurs qu'on ne peut pas comparer la pêche avec la chasse. La chasse, si maintenant on tue l'animal, bon, il est tué, on n'a pas la chance de le laisser repartir en forêt. Exactement. Mais si on le blesse et qu'il va mourir 1 kilomètre plus loin... C'est encore plus cruel. C'est spécial. Maintenant, chacun son sport, Tout à fait. Chacun fait ce qu'il veut, mais bon, c'est un choix. Mais dis-moi, Stéphane, je vois ici une canne, j'ai l'impression de voir une canne à mouche, alors que c'est une canne pour la truite avec un moulin tout à fait... Tu peux expliquer le nouveau système de cette canne? C'est des cannes, c'est de l'ultra léger. En fait, celle-ci, par exemple, c'est une canne qui peut lancer de 0,5 g à 15 grammes. Il y en a que c'est de 0,3 g ou 0,3 g à 5 grammes. Donc, vous avez des petits boutons, je ne sais pas si on saurait le voir à la caméra. C'est vraiment minuscule. Mais en fait, quand le poisson vient là-dessus, c'est quand il est très difficile. On ne fait plus des plitch-platch sur l'eau, c'est quand il devient difficile. Alors il faut vraiment pêcher très fait. Donc maintenant, terminer le plomb, terminer le flotteur. Alors. Ah oui, ici, ça n'a rien à voir, tout à fait. Ce n'est plus une pêche au cou, c'est à la traîne tout le temps. Tout à fait. Et tu conseilles, quand on est novice, voilà, moi je vais certainement reprendre une canne en venant chez toi, tu conseilles quoi à la traîne rapide ou autant de coups au moulin ou... Ça dépend le poisson, ça dépend le temps, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, il faut savoir, les gens, bien souvent, tu as 10 000 couleurs. Le poisson, la truite en particulier, elle va d'abord aller sur l'agressivité, des couleurs très vives, des petits leurres. Quand elle a faim. Elle va commencer à aller par l'agressivité. Et puis après, elle va se nourrir, elle va passer en phase alimentaire, elle va se nourrir. Ouais. C'est comme nous, je dis toujours aux clients, ils rient. Quand on revient d'une marche ou quoi, on a forfait. La première assiette de spaghettis, c'est en avant. La deuxième, on va commencer à la déguster. Le poisson, c'est exactement pareil. Il va se jeter sur tout ce qui bouge dans des colorants, dans des cuillères fort colorées. Et puis alors, il va passer sur du plus naturel. Et ça, quand tu dis, parce que quand on était au bord de l'étang, on se dit, ah oui, il va être midi, ben ça va plus mordre. Bien souvent, c'est ce qu'on dit. Hein. Exactement, parce que les premières heures, comme on dit en wallon, il a broqué soto. Oui. Hein, on le dit comme ça. Mais ils comprennent, sais-tu. Oui, je me doute bien. Et puis alors, il va passer... Il a plongé surtout. Carolo, là. Il a broqué soto, comme on dit. Et puis alors, il devient, quand il a mangé... il faut repasser le coup de 4 heures, alors, avant 6 heures. Parce qu'il devient plus difficile, tout à fait. Et c'est là que tu dois mettre le bouton, alors. On peut mettre un bouton. Tantôt, on parlait un petit peu de la pêche, des battles de 2 pêcheurs. C'est ça, oui. Admettons qu'on soit nous 2. Moi, j'ai tiré le numéro 8 à droite, toi, tu as le numéro 8 à gauche. Diego est juge. Mais il va râler, on vient de remettre des truites fraîches. Il se dit, et c'est des truites fraîches, elles sont plus faciles à prendre, c'est pas normal. Donc, la manche après,
il va pêcher, moi je serai juge, et la troisième moche, c'est toi qui seras juge. En fait, il y a un Français qui a fait un programme informatique pour que les truites en troisième moche coûtent plus cher que celles en première moche. Donc si en première moche, moi je te bats 10-6, et puis qu'en troisième moche, il me bat 3-2, il sera peut-être classé avant moi. Hein, oui, tout à fait. Parce que ces truites coûteront plus cher. Et alors, il y a un programme qui se fait, et puis alors les 12 premiers, en général, sont demi-finale et puis finale. Ce que je suis surpris aussi, parce que quand on venait, je me rappelle, quand on venait chercher nos appâts chez toi, et Steph, où est-ce qu'on peut aller pour avoir des grosses... Tu nous disais toujours un étang ou une rivière. Et maintenant, je vois Big Fish. C'est carrément la pêche au gros, alors. Oui, maintenant. ça, Big Fish, en fait, nous autres, pour te donner une idée, on avait ici dans l'arrondissement, avec cette nouvelle pêche-là, les gens étaient sceptiques quand on allait avec ça. Mais comme nous autres, on ne reprend rien, qu'on remet tout dans l'eau, pour eux... Ah oui, bredouille. Ben, c'est mieux, puisqu'on remet tout dans l'eau. Oui, tout à fait. Donc, le lendemain, les gens qui reviennent, ils prennent beaucoup, voilà, c'est au coton. Exactement, oui, bien sûr. Mais ça, il y en a qui ne le comprennent pas. Alors maintenant, tous les États, même jusque Charleroi et tout ça, ils veulent qu'on aille. Ils nous téléphonent. Est-ce que vous venez faire une moche du championnat de Belgique? Maintenant, on ne peut pas appeler ça championnat de Belgique parce qu'il faut remplir des papiers, c'est de la paperasserie. Ouais. C'est Area Cup Belgique. Voilà comment ça s'appelle. Mais alors, on va dans tous ces États-là. Et alors, il y a des États comme Avirton et Libramont, affreux. Oui, affreux, oui. Il y a du gros poisson. D'ailleurs, des photos. Hein. Oui, il y a du gros poisson. Et là, on peut faire une moche gros poisson. Et on peut utiliser les leurres souples. Parce que pour l'area normale, ce n'est que des petits leurres durs et des cuillères ondulantes. Oui, donc les pas de cuillère tournante. Le twister n'existe plus. Non, on ne peut pas. Peut plus. Peut pas. Terminé. Sauf Big Fish, c'est des petits poissons souples. Ah bon, donc qui remplace le twister? Qui pourrait remplacer le twister. Des petites imitations de oui, c'est ça, oui. Des petites truitelles. Et tu peux prendre des truites de combien? Moi, l'année passée, j'ai fait une 90 et 2 de 89. Le même jour. Ouais, d'accord. C'est une fois dans la vie d'un pêcheur. Oui, bien sûr. Une journée comme ça, c'est... Et 90 cm, c'est peut-être 6,5 kg. Oui, tout à fait. Avec des petites cannes ici, imagine comme elle essaie d'être. Tu te dis, c'est pas possible, elle va péter et ça tient. Et tu conseilles d'être monté sur du combien? Du 14, du 16? Ouais, 14. Je parle de fil, là. Ici, je vais dire Big Fish, tu mets du 20 centimes, mais 18 en bas de ligne. Du 18 en bas de ligne? Oui, parce qu'il faut quand même... Mais dans des petits états où c'est vraiment 4 ou 5 truites au kilo, parce que les Italiens travaillent avec des truites de 16 à 18 cm pour que les battles se gagnent 10-6, 12-4 et ça, pas 0-2-0. Alors, il n'y a pas d'enjeu. Mais en petit poisson, là, tu peux mettre du 14 et 12 en bas de ligne. Hein. Oui. Et une petite question comme ça, parce que je suis certain qu'il y en a qui écoutent, qui sont pêcheurs et qui aimeraient certainement pratiquer. Moi, j'adore ce style de pêche. Tu saurais me dire à peu près un budget pour une canne le moulin et quelques appâts, quelques leurres, je vais dire comme ça. Un budget de départ, de base. En criant fort gros, on va dire 250 €. 200, oui, donc moi, si je vais chez Verdier Pêche, je paierai moins cher parce que j'ai mes pourcents. Ouais, mais ne le dis pas trop parce que... On veut t'inviter partout, alors. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai que là, tu sais faire de la compétition avec 200-250 €. Tu n'as même pas besoin de coffret. Si tu promets un bête, ça. Le coffre comme on avait dans le temps, sauf qu'on met de la mousse et pour. Voilà, c'est ça. Maintenant, celui qui va pêcher au cou, avec une canne de 11 mètres à 250 €, il n'a rien. Voilà, c'est lourd, c'est pas agréable. Et celui qui veut pêcher pour son plaisir, dire je vais aller au bord de l'étang, sortir quelques poissons, ça peut lui revenir à peu près à combien une canne montée? Il y a déjà des cannes à 55 € très valables, des moulinets à 40. Il y a moyen, et en plus, chez toi, tu les montes. C'est ça qui est bien. Ah oui, et puis expliquer aux gens. Tout à fait. Expliquer. C'est pour ça que c'est des fois un métier, ma femme dit t'expliques. Mais je dis écoute, mais tu vas dans une boucherie, tu ne demandes pas au boulanger comment il a fait le pain, combien de temps il l'a fait lever, combien de sel il a mis. Ici, celui qui achète une canne, il faut lui expliquer pourquoi il faut une agrafe là, un émerion là. Mais je voyais le moulin, Stéphane. On n'a plus de frein comme avant. Alors. Le frein arrière, c'est presque fini. C'est fini, ça. Le frein est au-dessus. Si on le voit ici, voilà le frein où j'ai mon doigt. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus précis parce qu'il était en contact direct avec la bobine. Avant, tu avais le frein en dessous, il y avait tout un axe. Oui, c'est ça. C'était pas mauvais, mais les firmes ne les font presque plus. Non, parce que tu nous expliquais, attention, n'oubliez pas votre frein. Donc ici, on laisse aller et tout à fait. il travaille automatiquement. Automatiquement. Et pour cette pêche-là,
Voilà, tu ramènes, tu piques le poisson, tu ramènes fort vite, mais avec le frais ouvert. Donc le poisson ne revient pas comme une balle, mais tu restes tordu. C'est ça, parce que comme tu n'as pas d'ardillot, le moindre mou dans le nylon, le poisson s'en va. Hein. Oui, tout à fait. Et quand le poisson attaque, ferrer direct. Il se fait tout seul. Il se fait tout seul maintenant. Mais de temps en temps, si tu vas lentement, comme avec les boutons, là il faut la canne haute, laisser papillonner le bouton, comme quand ils jettent des pelets dans les pêcheries. C'est ça, oui. Ça papillonne. Les grains qui jettent. Ouais, ça papillonne. Et puis alors là, il faut la canne haute. Et quand tu vois le fil qui part, il faut... Donc maintenant, avec la pêche area, on ne mesure plus de fond. On n'a plus besoin de chercher la bonne hauteur de ton flotteur. Maintenant, ce qu'il faut juste, c'est trouver l'entre-deux eaux, comme on dit. Tout à fait, où le poisson se trouve. En fait, le poisson, d'après le temps, il y a une couche d'eau dans les étangs thermoclines. Il fait froid. Qui varie. Voilà, il fait chaud à mac. Le poisson, il va aller au-dessous. Il fait un peu plus froid, il va un peu remonter. Il va rester. Et il faut trouver où le poisson, dans quelle couche d'eau le poisson se trouve. C'est ça, oui. Mais quand tu dis le bouton, c'est un petit peu le même principe, même à la traîne. C'est un peu le même principe que la bulle d'eau Non, non. Tu le lances et tu le laisses travailler dans l'eau, il papillonne tout seul. Il papillonne tout seul et il va aller se mettre... Voilà, il va se mettre et le poisson à la descente ou quand il est sur le fond, peut venir le chercher. Et donc encore une question technique, hein, je suppose qu'il y a beaucoup de pêcheurs. Donc à la traîne, on a l'attaque, on le sent, directement y aller, ramener et hop, c'est parti. Quoi. Voilà, tout à fait. Et quand on lance, donc le lancer est le même qu'avant. Et comme il tombe dans l'eau, laisse un petit peu et puis tu ramènes direct. Ou bien ramener de suite. Si tu as lancé quelques fois que tu n'as pas encore de touche, tu codes jusqu'à 4-5 et tu vas trouver la couche d'eau justement où le poisson se trouve. Exactement. Où le poisson se trouve. Ouais. Maintenant, avec l'habitude, un peu d'expérience, tu sais qu'à ce moment aussi, avec l'hiver, je vais dire qu'on a eu un petit peu, elles sont très difficiles, elles sont calées sur le fond. Dans le fond, il faut bien présenter l'appât. Comme il faut. Moi, parce qu'on rigolait de moi bien souvent quand je dis « Ah, tiens, elle moucheronne, c'est bien. Hein, » Quand elle moucheronne, c'est justement... Ou bien elle fraye. Hein, elles peuvent frayer. Ou bien, je dis, elles sont dans le fond. Et si tu te rappelles, ça, c'est encore un truc avec la frigolite. Pour décoller un petit peu. Tu te rappelles, tu m'avais dit, il faut mettre de la frigolite. Pour décoller un petit peu. Et ça va monter automatiquement. Eh bien, ça marchait, hein, ça. C'est bête, mais la truite est un animal très malin. Hein. En fait, quand il a été pris une fois, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est du no-kill, tu es obligé de remettre à l'eau. Donc, admettons, toi, tu travailles quelque part, tu poignes dans quelque chose, tu te brûles la deuxième fois. Tu vas faire attention. Alors, le poisson, il voit passer une mouche, il voit passer une cuillère. Une fois ça va, deux fois ça va, la troisième fois, il va réfléchir avant de finir. Tout à fait, oui. Donc il faut quand même un peu chercher, ramener plus lentement, plus vite. Ne le dis pas trop fort devant ma femme, parce qu'autrement, elle ne voudra plus que j'aille à la pêche, parce que moi, j'aime bien d'en ramener une ou deux de temps en temps. Mais le délai, c'est ouvert tard. Oui, pour ne pas revenir bredouille, tout à fait. Ça, j'en connais. Qu'ils faisaient. Oui, moi aussi. Ils démontaient pas leur canne à la pêcherie à Bruyères. Ils démontaient pas leur canne. Bon, on prenait un verre ou deux ou trois parce qu'on ne retourne jamais sur une job. Et ils allaient au délai. Où ils rachetaient des truites à quelqu'un qui était au bord de l'eau. Oui. Mais j'en ai même vu un, moi, à Bruyères. Le gars, comme tu dis, était à la buvette. Il a pris la truite vivante dans son épuisette, il l'a accrochée à l'hameçon du gars, il l'a rejetée, il lui a dit « T'as une touche, t'as une touche !» Et le gars « Ben non !» qui dit « J'ai rien à mon hameçon !» Et la truite se promenait dans l'étang, il emmêlait tous les pêcheurs. Tu sais ce que c'est quand on emmêle chez les pêcheurs sur ton étang. Je pourrais faire un livre. Et le gars était presque dans l'étang, tu vois. Mais des anecdotes comme ça. Donc ici, plus de dégorgeurs, plus rien. Plus rien. Tout se fait. Si maintenant tu es au bord de l'eau, tu vas prendre par exemple cette cuillère-ci. Voilà, une cuillère ondulante. Tu la prends, tu la tires de la gueule du poisson, tu remets le poisson à l'eau tranquillement. Oui, Chou, donc tu n'écoutes pas que je remets le poisson dans l'eau. Hein. Parce que de temps en temps, des truites, ça fait plaisir aux gens. Hein. Ouais, mais... Oui, maintenant je dis qu'il y a les pêcheries pour ça. Maintenant, moi je suis un no-kill à faux. Moi j'essaie de respecter au maximum. J'aime bien aussi, j'aime bien d'en sortir. Mais si c'est pour revenir avec 30 truites, ça ne sert à rien non plus. Mais les étangs, c'est fait pour parce qu'on les remet. Mais les truites, ils essayent aussi pour... Quand je vois sur la Vèze les copains qui font des écloseries, tous les jours, ils sont à l'écloserie, ils ont des bassins comme ça avec des œufs. Quand il y a un œuf qui est blanc, ils vont le pomper pour ne pas qu'il fasse mourir les autres. Il faut un travail de deck. À l'horizon, peut-être 200 000 œufs.
Il y en a, quand c'est éclos, ça part à la chauffe pour l'engrossissement. Et puis quand les truites font 10-12 cm, elles reviennent dans la veste. Ah oui. Donc on peut dire qu'on a des truites de souche. Moi, j'ai vu à Nessovo des cages de 1 mètre cube avec dedans 40-50 poissons qui remontaient pour frayer. Ah bon? Alors il les faut pordre, il faut un travail de deck. C'est parce que celui qui n'est pas dans ce milieu-là ne se rend pas compte. Comme toi, dans l'haltérophilie, les gens ne se rendent pas compte du boulot que c'est. Ils ne savent pas pour arriver à un certain sommet. Mais maintenant, quel est le prix maintenant? C'est le permis de l'Est, je pense, hein, sur la Le base. permis de la Ligue de l'Est, c'est 65 € l'année. À l'année? Oui, mais il y a Robertville. Oui, voilà. Il y a Robertville, Butchenbach, la Warsch, la Holzwarsch, Montgobrou et la veste de Eupen à Osival. Montgobrou, les deux étangs dans le bois de Jannet. Seulement. L'autre, c'est écloserie maintenant. Et tu peux prendre 3 poissons, hein, c'est ça, hein, je pense, logiquement, c'est 5. C'est 5 maintenant. Ouais, c'est 5. C'est l'État qui veut 5. Maintenant, si la société a un règlement d'ordre intérieur, ils peuvent dire 2, ils peuvent dire 7. Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Mais dans ce système de pêche à Réa, tu voudras les pêcher au brochet, c'est toujours nos anciennes cannes alors. Oui, c'est du plus solide. Parce que là, oui, c'est du plus solide. En fait, le brochet a la gueule beaucoup plus dure que la truite. Comme c'est des cannes fort souples, tu ne sais pas ferrer et lui rentrer dans oui, c'est ça. Il faut des cannes plus nerveuses. Oui, donc automatiquement, le petit coup est clap, c'est ferré. On ne doit plus ferrer comme dans le temps. Non, tout à fait. Mais pour en revenir à la Vesdre, le seul problème qu'on a, c'est qu'elle a beaucoup, beaucoup trop de succès. Hein. Moi, je fais des permis il y a 3 ans pour des Norvégiens. Avant, tout le monde allait dans les pays nordiques. Oui, tout à fait. Non, c'est eux qui viennent, des Espagnols, des Italiens. Alors, ici, dans la Vesdre? Oui. Michel Pouquet, qui est décédé, qui était directeur à l'hôtel Verviers, me disait, Steph, je fais 200 nuitées pour la Vesdre, l'année. Les gens viennent ici. Quand je te dirais, au début, je n'ai pas cru que j'ai eu le manager de Brad Pitt au magasin. Pourquoi Brad Pitt est un pêcheur? Non, pas lui, le manager. Ah, le manager. En fait, j'ai un homme qui vient, il me dit, voilà monsieur, on discute un peu, il vient 2-3 fois, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je fais des scénarios pour RTL. Ah. Je me dis, si, moi je crois quand même que ce que je vois, surtout dans le monde de la pêche, parce que j'ai pris une SI. Oui, tout à fait, comme à Marseille, quoi. Un peu. Et alors, on discute un peu, et en effet, je fais 2-3 recoupements, et c'était bien vrai. Et il me dit un jour, est-ce qu'il y aurait moyen dans Verviers de pêcher, mais avec des berges accessibles, parce que je vais finir avec le manager de Brad Pitt. Je dis, je pense, ouais, moi je suis Saudrio et je joue au Standard. Oui, tout à fait. Et finalement, c'était bien vrai, parce qu'ils allaient au Festival de Cannes après. Donc ils atterrissaient à Bruxelles. Ouais. Ils sont venus pêcher 2-3 heures. Il ne sait pas pêcher, mais il adore ça. Il est venu chercher un permis et en regardant un petit peu, c'était bien lui, il descendait au Festival de Cannes. J'ai eu 2 Russes. Alors je ne te raconte pas pour faire le permis en cyrillique. Ah oui, tout à fait. Alors il faut donner le papier, le bic, et il fait le permis lui-même. Oui, tout à fait. Ben, vous voyez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers téléspectateurs, que c'est fort varié, plutôt sportif, mais aussi du divertissement, parce que c'est quand même du divertissement aussi. Quand il fait bon, il n'a rien de tel de pouvoir se mettre au bord de l'eau, taquiner le goujon, comme on dit. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère vraiment que vous aurez apprécié mes 2 invités, surtout que je pense qu'ils ont vraiment expliqué leur passion. Donc, je vous dis encore Diego Gano, notre chanteur, champion de Belgique d'haltérophilie, et Stéphane Braham, donc je vous dis encore, Verviers Pêche, à Ptirchin. Faites comme moi, un jour de la semaine prochaine, je vais demander mon prêt à ma femme, et j'irai faire mes petits achats chez Stéphane, et j'irai à la pêche. Donc, messieurs, je t'en prie, Diego, je t'en prie. J'ai une petite question, Stéphane. Dis-moi. Je voudrais savoir quels sont les différents matériaux des cannes. Et est-ce que, d'après ces différents matériaux, est-ce qu'il y a des matériaux de performance? Parce que tantôt, tu parlais de nervosité, de souplesse, nervosité. Oui. Est-ce qu'il y a des matériaux différents en fonction de dans le carbone. Ces 2 critères? Et même dans le carbone, tout simplement, il y a des carbones IM7, IM8, IM12, des catégories de carbone qui sont... duretés, c'est ça, hein? Tout à fait. Moi, j'ai des cannes, par exemple, pour pêcher le brochet. Je lance, je traîne, je sors petit quelque chose. Bang, j'accroche peut-être une feuille de 5 cm carrés, mais je l'ai sorti. Si j'avais eu, comme on dit dans le jargon, un bout de bois, j'aurais rien sorti du tout. Parce que des fois, le poisson,
il est très délicat. Il vient vraiment mort du bout des lèvres. Et si tu ne le sors pas, tu rates Tout le à poisson. fait, Hein. oui, bien sûr. Moi, ça m'a coûté titre de champion de Belgique en D2 à la mouche. Hein. On était sur la Salme, à Vielle-Salme. Pour un poisson, je ne l'ai pas sorti. Et voilà, quoi. Il n'a pas gobé, quoi. Pas franchement assez. Ouais, voilà. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Nous nous retrouverons, bien entendu, dès le mois de septembre. Je vous souhaite de passer d'agréables vacances. Portez-vous bien. Aimez le sport. Aimez tous les spectacles et surtout toutes nos émissions de la Golden TV. Faites-nous confiance et encore merci à nos techniciens du Cabaret de l'Enclos et merci à Maude et à mon ami Christophe de Rec 78 de nous avoir si bien filmé. Vous verrez un très beau montage. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous avoir écoutés. Bonsoir et à la prochaine. Au revoir.